Bonjour, donc on va passer un petit peu de temps ensemble sur l'histoire de Londres. J'ai intitulé cette conférence de la cité médiévale à la métropole moderne et je lirai un certain nombre de citations et petits passages de temps à autre de mon livre, donc Histoire de Londres, dont le propos de cette conférence est largement tiré. Alors d'abord, je voudrais commencer par une question toute bête, c'est quoi Londres? Parce qu'en fait, depuis des siècles, Londres recouvre deux réalités concomitantes qui sont illustrées aujourd'hui par le fait que Londres a deux maires. Il y a le maire, le Lord Mayor de la cité, avec, si vous avez eu la chance d'être à Londres au mois de novembre, vous avez peut-être vu le défilé du Lord Mayor. Donc quand le nouvel Lord Mayor est élu, il y a tout un défilé avec carrosse et enfin comment c'est le faire en Angleterre. Donc ça c'est le maire qui existe depuis le XIIe siècle. Et puis, il y a un maire tout nouveau, celui-là, qui est le maire du Grand Londres. En ce moment, c'est Boris Johnson. Et là, c'est le maire, je dirais, de la métropole multiculturelle contemporaine. Officiellement, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le nom de Londres, officiellement, je dis bien, ne sert qu'à désigner la cité de Londres, donc la cité médiévale. Le nucléus de la capitale anglaise. Pourtant, c'est couramment qu'on parle de Londres depuis au moins le début du XVIIIe siècle, pour ne pas dire même avant, pour désigner aussi l'ensemble de la conurbation qui s'est développée autour de la cité. En fait, depuis le Moyen-Âge, Londres s'est construit sur un double pôle, la cité, Londres à proprement parler, et Westminster, banlieue où le gouvernement royal s'est installé depuis Édouard le Confesseur au XIe siècle. L'interaction entre la couronne et la municipalité est le reflet d'une alliance méfiante entre deux pouvoirs aux intérêts souvent divergents, mais qui ne peuvent néanmoins se passer l'un de l'autre. Et c'est cette interaction qui préside au développement d'une métropole où chaque partie est à la fois consciente de faire partie d'un tout urbain, mais qui en même temps refuse de se laisser assimiler par ce tout. La métropole londonienne est le produit d'une extension autour du double pôle urbain de la Cité et de Westminster. Et finalement, on peut dire que le développement, surtout depuis le XVIIIe siècle, enfin XVIIe siècle même, de la métropole londonienne, a transformé la dualité originelle médiévale de la ville entre la cité et Westminster en une multiplicité finalement de pôles. Avec la cité et Westminster en son cœur, mais avec plein d'autres pôles qui sont finalement tous les bourgs que compose la métropole et qui ont chacun leur identité spécifique. Donc Londres aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat d'une construction historique en patchwork de quartiers et de districts qui gardent jalousement les spécificités que l'histoire leur a léguées, tout en cherchant laborieusement le chemin de l'avènement d'une identité pan-londonienne, disons. Alors, je voudrais un petit peu commencer par préciser un petit peu de quoi on parle quand on parle de cette dualité cité-Westminster qui se met en place très tôt, puisque c'est dès le XIe siècle. Oui. Alors Londres au départ c'est une fondation romaine, mais je vais pas m'étendre sur les premiers siècles de l'histoire de la ville, parce que finalement on peut dire qu'il y a eu plusieurs fondations de cette ville, et ce qui se passe, le Londres disons de l'Empire romain est bien différent du Londres qui s'est construit depuis le XIe siècle. Donc c'est au XIe siècle que je vais commencer.
La ville avait été récemment, finalement, on pourrait dire refondée par les rois du Wessex, qui ont donc unifié un petit peu les différents royaumes anglo-saxons pour constituer l'Angleterre après les invasions vikings. Et les rois du Wessex, à la fin du IXe siècle, refondent vraiment Londres et vont commencer à faire de la cité ce qu'elle est devenue au Moyen Âge. Et puis il y a un événement absolument fondamental qui a lieu au XIe siècle. Édouard le Confesseur décide de rebâtir l'abbaye qui était sur l'île aux Ronces, une petite île de la Tamise à 3 km à l'ouest de la cité. C'était une abbaye qui avait été détruite par les Vikings. Il décide donc de la reconstruire pour en faire une abbaye où on couronnera les rois et qui servira aussi de sépulture royale. Et pour mieux superviser les travaux, il décide de quitter la cité et de s'installer à côté de cette abbaye de l'Ouest, Westminster. Et c'est comme ça que le palais royal se retrouve à Westminster, à côté de cette abbaye qui fonctionne depuis comme finalement lieu de légitimation monarchique. Alors, la coexistence, donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que la cité reste capitale du royaume, mais à proprement parler, c'est dans une banlieue à 3 km à l'ouest que le pouvoir royal et puis ensuite le Parlement se développent et se sédentarisent. Alors, la coexistence à 3 km de distance d'un pôle municipal et commercial, hein, la cité c'est avant tout une puissance commerciale, c'est la première puissance commerciale du royaume et donc avec des caisses extrêmement bien remplies. Donc il y a ce pôle municipal et commercial d'un côté et puis un pôle royal et gouvernemental de l'autre, et leur coexistence à 3 km permet de garder bien distincts les intérêts de chacun tout en favorisant une coopération constante qui profite à l'intérêt de l'un et de l'autre. La couronne a besoin de la cité parce que c'est la cité qui peut la financer, qui peut financer ses guerres en particulier, mais qui peut financer aussi enfin, toutes les réalisations qu'elle a besoin de mener à bien. Et la cité, de son côté, profite d'une part de l'attractivité que représente le fait que le pouvoir royal est installé là, juste à côté d'elle. Ça veut dire que l'aristocratie, en général, a au moins un pied-à-terre dans la cité. Les princes de l'Église se réunissent régulièrement à Londres, soit dans la cité elle-même, soit juste à côté. Ils ont d'ailleurs leur palais le long de la Tamise, entre la cité et Westminster. Tout ça, évidemment, est extrêmement intéressant pour les marchands de la cité, parce que ça fait évidemment un marché, je dirais, de consommateurs particulièrement riches, qui stimulent l'industrie, qui stimulent le commerce. Donc tout ça n'est que bénéfice pour la cité. Et par ailleurs, la cité a besoin de s'entendre avec la couronne pour préserver l'autonomie politique qui lui a été accordée par charte royale et qui peut, théoriquement du moins, être suspendue par la couronne. Donc, la cité et la couronne profitent l'un de l'autre et en sont suffisamment conscientes pour chercher à entretenir les relations les meilleures possibles. Aucune, finalement, a intérêt vraiment à faire monter les tensions pour aller jusqu'à la rupture. En même temps, chacun est conscient de ses propres intérêts. La couronne cherche autant que possible à contrôler la cité, et une des premières choses que fait Guillaume le Conquérant après avoir conquis l'Angleterre, c'est d'une part d'accorder à la cité la confirmation de tous ses privilèges, etc. Il ne faut surtout pas l'antagoniser trop, il a trop besoin de son argent, mais par ailleurs, il construit finalement ce qu'est un peu la Bastille londonienne, c'est-à-dire la tour de Londres, pile quasiment contre les murs orientaux de la cité, qui est là très clairement pour contrôler la cité, la surveiller, lui faire sentir, disons, le poids du pouvoir royal. Il ne faut pas que la cité devienne un contre-pouvoir où défient les lois et la justice royale.
La cité, quant à elle, veut protéger ses libertés politiques et la prospérité économique qui, à ses yeux, en sont le corollaire. Donc, les relations entre la cité et Westminster, c'est des relations assez étranges finalement. C'est à la fois, une coopération bien comprise, en même temps une méfiance absolument terrible entre les deux parties, et occasionnellement ça dégénère en confrontation. Il y a un certain nombre d'exemples dans l'histoire anglaise. Mais comme je crains de ne pas avoir suffisamment de temps, quand même, je vais vous donner un petit exemple parce qu'il est trop beau. Au Moyen-Âge, il y a cette guerre civile qui se déclare au XIIe siècle plus exactement, entre deux prétendants au trône, Mathilde d'une part, qui est la fille du roi Henri Ier, petite fille de Guillaume le Conquérant, et Étienne de Blois, qui est aussi un petit-fils de Guillaume le Conquérant, mais qui est que le neveu du dernier roi, Henri Ier. Le problème, c'est que l'aristocratie anglaise accepte mal, d'une part, l'idée d'avoir une femme sur le trône, même si la loi salique n'existe pas en Angleterre et que les femmes ont le droit de régner, ça s'était encore jamais vu. Et l'idée d'une femme sur le trône, c'est mal accepté. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Mathilde a eu la mauvaise idée de se marier avec Geoffroy d'Anjou Plantagenet, qui est universellement détesté des barons anglais. Donc, les barons se rangent du côté d'Étienne de Blois qui monte sur le trône. Et puis, on est au temps du féodalisme, donc les alliances entre les grands se font et se défont. Et au bout d'un moment, un certain nombre de soutiens d'Étienne passent à Mathilde, et Mathilde se sent assez forte pour aller en Angleterre. Elle était restée sur le continent parce qu'elle voyait qu'elle n'avait pas la possibilité d'aller réclamer son trône. Se sentant plus forte, elle passe en Angleterre et la guerre civile là commence vraiment. Et alors il y a un moment où il semble que les choses tournent en faveur de Mathilde. Étienne est capturé, Mathilde se fait reconnaître reine par un concile de l'Église anglaise, extrêmement important. Il ne reste plus qu'une chose, c'est qu'elle soit couronnée à Westminster, qui était devenu vraiment le passage obligé de la légitimation monarchique. Et donc pour cela, il faut parlementer avec Londres. Or Londres au départ avait donné son soutien à Étienne. Donc c'est compliqué. La cité finit par se laisser convaincre d'ouvrir ses portes à Mathilde, elle s'installe à Westminster, mais elle a la mauvaise idée, apparemment, de ce qu'on peut lire de la geste d'Étienne, qui donc relate les événements du point de vue des partisans d'Étienne. Apparemment, Mathilde avait un certain nombre d'exigences financières de la cité qui ont été très mal acceptées, donc elle a peut-être tiré la corde un petit peu trop dans ses exigences et sa volonté de vidanger, disons, les caisses de la cité. Et du coup, là, on peut supposer que la cité, qui habituellement, comme je dis, a toujours intérêt à chercher l'accommodement avec la couronne, là c'était trop. Et le résultat, c'est que la cité passe du côté de la révolte. Et alors je vous lis ma traduction d'un petit passage de la geste d'Étienne qui raconte l'épisode. Alors la geste appelle Mathilde la comtesse, hein, il ne l'appelle pas la reine, la comtesse parce qu'elle est mariée au comte Geoffroy d'Anjou Plantagenet. La comtesse, confiante d'obtenir ce qu'elle voulait, attendait la réponse des bourgeois à sa demande. La cité tout entière, faisant sonner partout les cloches en signe de guerre, prit les armes. Et tous les bourgeois, n'ayant plus comme unique dessein que d'attaquer le plus sauvagement possible la comtesse et ses hommes, ouvrirent les portes et sortirent de la ville tel un essaim d'abeilles échappées de leur ruche. Elle, cependant, un peu trop pleine d'une assurance effrontée, se proposait de se mettre à table pour jouir d'un banquet bien cuisiné. Mais quand elle entendit le tumulte effroyable venant de la cité et qu'elle fut secrètement avertie de la trahison qui se tramait, elle chercha sans attendre son salut dans la fuite avec tous ses gens. Ainsi, la peur les fit déserter Londres.
Tous ceux qui étaient partisans du roi Étienne et qui avaient été fort affligés de sa capture se congratulèrent alors joyeusement comme baignés de la lumière d'une nouvelle aurore et prenant les armes avec fougue, attaquèrent tous ceux, où qu'ils soient, qui étaient en ligue avec la comtesse. Et Étienne est remonté sur le trône. Donc, finalement, on voit qu'aucune des deux parties n'a vraiment intérêt à aller jusqu'à la rupture. Et quand il y a eu rupture entre la couronne et la ville, souvent ça s'est d'ailleurs retourné contre la couronne parce que Charles Ier, par exemple, est un autre exemple de quelqu'un qui s'est retrouvé dans le camp opposé de la cité. La révolution puritaine pouvait puiser de façon quasi inépuisable dans les caisses de la cité et financer la guerre contre le roi. Et le roi a été vaincu. Donc on voit quand même dans cette relation assez étrange finalement entre la cité et la couronne certes a théoriquement tout pouvoir sur la cité, mais en fait elle n'a aucun intérêt à tirer la corde un peu trop. Bon, dans l'ensemble, l'association entre la cité et Westminster fonctionne bien et chacun y trouve son profit. Oui. Répondant au souci du souverain d'avoir une capitale belle, propre et riche dans son propre intérêt, les institutions de la cité se renforcent tout au long du Moyen-Âge et gagnent en efficacité. Ça permet le bon développement des infrastructures nécessaires à la croissance du commerce international. Et dès le Moyen-Âge, Londres s'affirme comme premier port, première place industrielle et première place commerciale du royaume. L'attractivité double de l'intense activité économique de la cité et du pouvoir central à Westminster fait très tôt entrer Londres dans un long cycle de croissance démographique. Et ce cycle, finalement, n'est interrompu que de manière très occasionnelle et temporaire par des événements aussi rares qui sont graves, en particulier, je pense, au ravage de la Grande Peste en 1348-49. Mais disons que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de Londres, c'est une histoire quasi ininterrompue de croissance démographique et même, à partir du XVIe siècle, d'extension géographique. Alors, la croissance démographique au XVIe siècle ne se fait pas de façon très contrôlée ou planifiée. Ça pose tout un ensemble de problèmes et à l'époque d'ailleurs il y a des descriptions d'entassements, de bâtiments qui empiètent sur la rue, sur les espaces publics, etc. Enfin, ça pose de vrais problèmes dès le XVIe siècle. Hein. Donc cette ville grandit et commence à s'étendre, surtout à partir du XVIe siècle. Et une des raisons pour lesquelles il y a une accélération, je dirais, au XVIe siècle, c'est que il y a un événement très important dans l'histoire de la ville qui accélère la croissance, c'est la Réforme. Et en particulier, dans la Réforme, la dissolution des ordres monastiques dans les années 1530, enfin deuxième moitié des années 1530, début des années 1540. Il faut voir qu'au Moyen-Âge, la cité en fait est entourée de terres monastiques. Il y a des monastères partout. Et puis il y en a aussi un certain nombre d'ailleurs dans les murs de la cité. Et ces terres, bien sûr, sont tout à fait en dehors de la juridiction municipale, mais même d'ailleurs, je dirais, elles sont aussi en dehors de la juridiction royale, puisque c'est vraiment les privilèges de l'Église, là. Donc c'est des territoires à part, voilà. La raison principale pour laquelle les monastères sont dissous, c'est finalement moins des objections purement religieuses que le besoin d'argent qu'a Henri VIII à la fin des années 1530. Et voilà une occasion extraordinaire de renflouer les caisses de l'État. En gros, il nationalise les biens du clergé et en particulier les biens des monastères, ces monastères qui ne servent à rien et à personne. Donc il confisque les terres au profit de la couronne et ensuite bien sûr on les revend
Alors soit on les revend au plus offrant, soit on les revend à bas prix à toutes sortes de clients qui ont bien servi la couronne. Tout ça signifie que toutes ces terres, quand même assez importantes, autant dans la cité qu'autour de la cité, passent à des laïcs qui, évidemment, développent ces terres. Il y a déjà de la promotion immobilière, si vous voulez. Et alors, ces terres, elles ont un intérêt tout particulier qui attire énormément les gens et qui veulent... Enfin, il y a beaucoup de monde qui veut habiter là, parce que ces terres ont gardé les privilèges ecclésiastiques qui s'attachaient à elles au Moyen-Âge. C'est-à-dire que quand vous habitez sur une terre anciennement monastique, vous n'êtes pas soumis à la juridiction de la cité, donc ça veut dire que vous ne payez pas d'impôts, vous n'êtes pas soumis aux réglementations qui régissent la manière dont les métiers doivent s'exercer. C'est des réglementations en général extrêmement contraignantes, hein. Donc voilà, c'est très intéressant. On est à Londres sans être soumis à toutes les réglementations de Londres. Donc c'est pendant une vingtaine d'années, dans les années 1540-1560, il y a une fièvre immobilière absolument délirante. On construit des logements, des tavernes, des écuries, des hôtels, enfin tout ce que vous voulez. Alors la cité, bien sûr, ça ne fait pas du tout son affaire, et elle demande à la couronne de pouvoir étendre sa juridiction municipale sur ces enclaves, finalement. Et la couronne, bien sûr, fidèle à son habitude de trouver de l'argent partout où on peut le trouver, dit mais bien sûr, vous n'avez qu'à me racheter les libertés ecclésiastiques de ces territoires. Donc la cité rachète à prix d'or, sauf que la monarchie quand même voit aussi tout l'intérêt qu'il y a à diviser pour mieux régner. Donc on permet à la cité d'étendre sa juridiction sur un certain nombre d'enclaves anciennement monastiques, mais en général, on conserve quand même à ces enclaves un certain nombre de privilèges qui empêchent la cité de pouvoir appliquer à 100% sa juridiction sur elle. Donc tout ça veut dire que dès le XVIe siècle, en fait, on commence à avoir une extension de Londres qui n'est pas une extension unitaire sous un gouvernement unifié, mais qui est déjà, et alors c'est quelque chose après qu'on va voir se développer énormément à partir dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, vous avez déjà une espèce de développement par enclave autonome, quoi, des territoires plus ou moins autonomes les uns par rapport aux autres, qui s'ajoutent, qui s'agrègent, hein, mais qui ne forment jamais vraiment un tout. Et donc, après la ville bipolaire, cité Westminster, on commence à avoir une cité, enfin une ville plutôt, multipolaire. Et les choses s'accélèrent à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a un événement vraiment charnière dans l'histoire de Londres, dont vous avez, j'imagine, tous entendu parler, qui est le grand incendie de Londres en 1666, qui détruit les 4/5 de la cité. Donc il reste à peu près rien, y compris la cathédrale Saint-Paul, qui était une des plus grandes cathédrales gothiques d'Europe, dont il ne reste strictement rien après cet incendie. Donc il faut tout reconstruire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la reconstruction de la cité, c'est aussi la réinvention de toute la dynamique, finalement, qui animait la vie de cette ville. Londres a brûlé, la cité a brûlé, mais Westminster est toujours là. Ainsi que quelques nouveaux quartiers qui déjà commençaient un peu à se développer dans ce qui va devenir le West End. Donc, c'est la cité qui est à reconstruire, mais en la reconstruisant, finalement, la dynamique entre les différents pôles qui forment cette ville, eh bien, cette dynamique se transforme. Alors elle se transforme pour une raison essentielle, c'est que on reconstruit une cité plus solide, hein, la cité médiévale elle était faite de bois en gros, c'est pour ça que ça brûlait si bien d'ailleurs. Maintenant on la reconstruit en briques. On fait en sorte que les rues soient suffisamment larges pour éviter la propagation des incendies, etc., etc.
Donc c'est une ville solide qui est reconstruite, mais aussi une ville qui a perdu son flair aristocratique parce que l'aristocratie ne revient pas dans la cité. Au Moyen-Âge, la noblesse avait un certain nombre d'hôtels, etc. dans la cité. Après 1666, bon, tout a brûlé. Plutôt que de revenir, ils préfèrent aller ailleurs. Et l'aristocratie, en fait, regarde vers l'ouest. Pourquoi elle regarde vers l'ouest? Parce que il faut dire que la cité, et puis même la partie finalement du Strand qui relie la cité à Westminster, tout ça, ça a été un peu submergé, on pourrait dire, par une activité industrielle intense qui, depuis le début du XVIIe siècle, marche au charbon. Alors, les habitations chics de ces nouveaux quartiers deviennent le type même de la maison londonienne de centre-ville au XVIIIe et XIXe siècle. Elles sont beaucoup plus petites que les hôtels parisiens. Elles sont aussi le reflet du refus anglais de diviser une grande maison en appartements, hein, comme on a à Paris, même à l'époque où vous avez déjà des appartements, etc. Il n'y a pas du tout ça à Londres. Chaque famille de la bonne société occupe une maison entière, donnant sur la rue d'un côté et sur une cour ou un jardin de taille modeste de l'autre, au fond duquel d'ailleurs on trouve l'écurie en général. L'écurie qui est l'équivalent disons, moderne, enfin pré-industriel du parking, hein, bon, ou du garage. Côté rue, on a surélevé la rue de façon à permettre une circulation des voitures, si vous voulez, à égaliser la surface de la rue et permettre une meilleure circulation des voitures. Ça veut dire que côté rue, le rez-de-chaussée est à moitié enterré. Donc pour laisser passer la lumière, on crée cette espèce de mini-cour hein, qui s'appelle area en anglais, qui est fermée par une grille, donc à droite et à gauche de la porte d'entrée. Donc ces habitations, souvenez-vous, c'est construit par des promoteurs qui veulent gagner un maximum d'argent, donc ils ont rentabilisé en faisant des constructions tout en hauteur. Donc la famille, c'est des maisons en général assez étroites, et la famille vit sur 3 étages. Alors il y a, au début du XIXe siècle, un voyageur français s'amuse d'ailleurs de la vie dans ces maisons verticales hein, de Londres. C'est Louis Simon, et je vais vous citer ce qu'il dit, c'est tout à fait amusant. Ces étroites maisons de 3 ou 4 étages, un pour manger, un pour dormir, un pour recevoir, un 4e en sous-sol pour la cuisine, un 5e peut-être tout en haut pour les domestiques, couplé à l'agilité, l'aisance, la rapidité avec laquelle les membres de la famille montent et descendent pour se poser aux différents étages, évoque une cage avec ses perchoirs et ses oiseaux. Alors certes, quelques membres de la grande aristocratie se font construire des palais entourés d'un parc, mais la tendance générale, y compris dans la noblesse, c'est de louer une de ces maisons, somme toute relativement modeste, dans le West End. Dans l'esprit de la noblesse, en effet, la maison londonienne n'est rien d'autre qu'un pied-à-terre en ville. On réserve les fastes architecturaux et l'aménagement des parcs et des parcs immenses, etc. Ça, on réserve ça pour les grands domaines qu'on a en province. En ville, il suffit d'avoir un pied-à-terre. Et d'ailleurs, louer ce pied-à-terre, c'est tout à fait commode, puisque ça permet, si jamais le quartier se dégrade un peu, ou il y a un nouveau quartier plus à la mode qui sort de terre, eh bien, on peut déménager très facilement et aller dans le meilleur quartier, si vous voulez, en général toujours plus à l'ouest. Donc là, l'attitude de l'aristocratie à Londres est tout à fait différente de ce qu'on voit à Paris, par exemple. En fait, on assiste à un vrai jeu de chaises musicales. À chaque fois que les classes supérieures délaissent un quartier
pour un autre jugé plus chic, les classes intermédiaires viennent les remplacer, quittant des quartiers encore plus vétustes dans lesquels elles sont elles-mêmes remplacées par les classes inférieures. Donc tout ça, il y a une espèce de mouvement perpétuel dans cette métropole en expansion. Donc ce sont d'abord les forces du marché qui façonnent le Nouveau Londres après le grand incendie. Et sans doute ne doit-on pas s'en étonner dans une ville où apparaît au XVIIIe siècle une culture urbaine de consommation qui dépasse par son ampleur celle de toutes les autres capitales d'Europe. C'est Londres qui invente la boutique moderne avec les superbes vitrines décorées, illuminées, qui invente aussi les pratiques qui vont avec, c'est-à-dire le shopping, en particulier le shopping dans lequel s'engagent les urbaines argentées et un peu désœuvrées. Il y a d'ailleurs parce que la presse se développe au XVIIIe siècle, et alors dans un journal qui commande beaucoup justement les questions de société, disons, The Spectator, il y a une lettre, sans doute fictive d'ailleurs, de la propriétaire d'un magasin de porcelaine qui se plaint de cette pratique du shopping qu'elle trouve absolument abominable. Alors, je vous lis ce qu'elle dit. Sous prétexte d'une innocente promenade pour divertir leur mélancolie, elle ne manque guère de me harceler 2 ou 3 fois par jour pour demander le prix du thé ou acheter un bibelot. Ces rouées sont vos oisives élégantes qui n'ont rien à faire et qui s'occupent en mettant sans dessus-dessous ma marchandise. Une de ces non-clientes, car elle n'achète jamais ou presque jamais rien, demande à voir un service à thé, une autre une coupe, une autre mon meilleur thé vert et même un bol à punch. Quasiment pas un seul article de mon magasin qui ne doivent être déplacés, mettant le désordre dans toute la belle présentation, si bien que je peux comparer ces dames aux lutins qui la nuit prennent plaisir à déranger la disposition des assiettes et des plats dans les cuisines domestiques. Et après tout ce remue-ménage et cette confusion, tel article est trop cher, l'autre n'est pas à leur goût. Elles aiment bien le troisième, mais n'en ont pas l'usage. Ces dames sont guéries de leur mélancolie, mais je n'en suis pas plus riche d'1 shilling. Je vous prie maintenant d'exhorter ces lutins du jour à venir moins souvent, ou à n'être point aussi pénibles quand elles se rendent dans un magasin. Tentez de les convaincre que nous, honnêtes commerçants, avons mieux à faire que de guérir gratis les gens de leur vapeur. Alors, à côté de cette culture de consommation, qui d'une manière ou d'une autre fait sentir son influence sur l'ensemble de la conurbation, et qui finalement unifie en quelque sorte les différents territoires de la métropole dans une espèce de culture de consommation quand même voilà, un peu unitaire quelque part, on observe parallèlement une tendance croissante à la ségrégation sociale. Les quartiers, je l'ai déjà dit un peu avec la manière dont les quartiers du West End se développent, les quartiers eux-mêmes sont divisés entre rues nobles, rues de seconde et de troisième catégorie, et la métropole elle-même est divisée entre quartiers globalement chics et quartiers globalement pauvres. La culture de consommation, en fait, favorise un certain individualisme qui se retrouve jusque dans l'existence de ce qu'on peut déjà commencer à appeler un marché du religieux, puisque le protestantisme anglais à l'époque est déjà très pluraliste, avec toute une diversité d'églises et de sectes, qui permet à l'individu de rejoindre la communauté religieuse qui est le plus à son image. Alors certes, ce n'est pas le seul critère d'appartenance religieuse, mais enfin quand même, on ne peut que constater que le méthodisme, par exemple, attire surtout les artisans, commerçants et marchands. Donc vous avez, c'est tout à fait étonnant dans cette ville du XVIIIe siècle, cette ville qui promeut comme ça cette culture de consommation, vous avez à la fois la possibilité de tous les mélanges et en même temps une tendance de plus en plus forte à séparer les groupes, les classes dans certaines rues, dans certains quartiers, etc. Et c'est une tendance qui se renforce beaucoup au XIXe siècle dans ce qu'on peut appeler la phase d'extension industrielle de Londres.
Alors pourquoi je parle de phase d'extension industrielle? Parce que l'extension de Londres au XIXe siècle, elle dépasse alors énormément le périmètre que la ville, qui était déjà assez respectable d'ailleurs, que la ville avait atteint au XVIIIe siècle grâce à l'apparition des transports en commun. Et en particulier les omnibus, à cheval à l'époque bien sûr, et bien sûr le chemin de fer. Et alors ça, c'est... ça accentue, à la fois ça permet une extension géographique absolument impensable avant, quand même au XVIIIe siècle. Il faut se rappeler que la plupart des gens se déplacent à pied, hein, donc vous ne pouvez pas avoir le périmètre urbain doit quand même, enfin, est obligé de tenir compte du fait que les gens se déplacent à pied. On ne peut pas aller, voilà. Avec bien sûr les transports en commun, il n'y a plus cette contrainte, mais les transports en commun, en tout cas dans un premier temps, jusque dans les années, disons, 1870, c'est réservé à ceux qui ont de quoi les payer. Donc les classes supérieures et, disons, les classes moyennes, disons. Les classes populaires sont complètement exclues dans un premier temps de l'utilisation des transports en commun. Et alors ça, c'est formidable pour l'extension de Londres, et, parce que ça permet... à certaines catégories sociales favorisées de quitter ce mélange de peuples qu'on ne saurait voir et dans lequel on est quand même obligé plus ou moins de se confronter dans le périmètre de la ville du XVIIIe siècle. On prend l'omnibus, ou mieux encore le chemin de fer, et là on est suffisamment loin du commun, et on peut être entre soi des couches supérieures des classes moyennes, et puis ensuite des couches inférieures des classes moyennes. Et tout cela est merveilleux. D'autant plus que, comme les transports en commun sont fréquents, fonctionnent bien, etc., on n'a pas besoin d'avoir sa propre voiture. Et comme on n'a pas besoin d'avoir sa propre voiture, on n'a pas besoin d'écurie, et donc on n'a pas besoin de toutes ces petites rues minables qu'on était obligé d'avoir dans le Londres du XVIIIe siècle, hein, ces rues de troisième catégorie qui avaient tendance à dégénérer en taudis souvent, les mews, de Londres. Donc on n'a plus besoin de ça, et on n'a plus besoin donc de toute cette populace qui finissait par peupler les mews. On se retrouve entre soi. Entre soi d'ailleurs avec aussi une nouvelle manière d'aborder l'idéal domestique. Au XVIIIe siècle, je vous ai parlé de la maison londonienne du XVIIIe siècle, c'est une maison qui est de plein pied avec, disons, le tout venant de la rue, quoi. Hein. Il n'y a que la porte d'entrée qui vous sépare de la rue, et donc aussi quand même d'un certain mélange social. L'idéal victorien, c'est plus du tout ça, c'est au contraire, la maison doit être une retraite, d'où on va être préservé des mélanges et même de façon générale du monde extérieur. Donc la maison londonienne du XIXe siècle, qu'on construit dans les banlieues, c'est autant que possible une maison individuelle, entourée d'un jardin et séparée du monde extérieur par des murs. Comme ça on est bien chez soi. Donc, alors par exemple, il y a un exemple parfait de ce genre de quartier, c'est St. John's Wood, qui est relié à l'époque surtout par omnibus plus que par chemin de fer, parce que c'est pas encore très très loin, disons, où vous trouvez en gros la classe moyenne supérieure, les professions libérales, quoi, en gros, voilà. Et on est entre soi, c'est merveilleux. Alors, on observe au cours du XIXe siècle le même jeu de chaises musicales qu'au XVIIIe, mais cette fois en banlieue, entre les couches supérieures des classes moyennes qui étaient parties un petit peu plus loin et qui un jour commencent à se retrouver rattrapées par les couches inférieures des classes moyennes et qui donc fuient pour aller encore plus loin, en général le long des lignes de chemin de fer, et donc elles sont remplacées par les classes moyennes inférieures. Et puis à partir du dernier tiers du XIXe siècle, quand les transports en commun commencent à devenir accessibles au moins aux couches supérieures des
classes populaires, en particulier avec le développement du tramway, et puis par une loi parlementaire qui permet des tarifs ouvriers dans les trains. Donc là, à ce moment-là, vous avez un jeu de chaises musicales, cette fois, entre les classes moyennes et les classes populaires. Il faut dire aussi que parallèlement, vous avez des quartiers entiers qui sont construits, des quartiers neufs, qui sont construits vraiment à destination des classes soit populaires, soit, disons, inférieures des classes moyennes, où là, on pourrait dire, de l'idéal domestique victorien produit en masse. Donc, évidemment, comme c'est des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour avoir une belle maison avec un beau jardin entouré de murs, on a des rangées de maisons qu'on essaye d'individualiser au maximum l'une de l'autre, mais enfin ça reste quand même des rangées, avec un tout petit jardin, un petit muret, mais voilà, c'est l'idéal domestique victorien produit en masse. Alors, dans le même temps, la montée en puissance de la Grande-Bretagne sur le plan mondial fait de Londres la capitale de cet empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme disait la reine Victoria. Et Londres devient la première ville portuaire du monde, finalement la première place d'échange commercial du monde. La construction des docks, l'intensification de l'activité commerciale qui l'accompagne fait de la ville un aimant à la force d'attraction toujours plus puissante et la croissance démographique s'accélère. Alors pour vous donner quelques chiffres, en 1700, on compte autour d'1 demi-million d'habitants. En 1801, un siècle plus tard, on est passé à 900 000, on approche du million. En 1881, donc 80 ans après, on est à 4,5 millions. Et en 1911, 7 millions. Mais l'extension géographique de la ville ne s'accompagne pas d'une extension géographique de la cité, qui reste officiellement, dans ses frontières toujours médiévales, le seul Londres officiel. Donc vous avez quelque chose d'assez ahurissant, vous avez ce géant qui est cette métropole londonienne, mais officiellement, Londres, c'est toujours cette petite cité d'1 000 au carré, et il n'y a aucune institution métropolitaine pour gouverner ce monstre, comme on a tendance à appeler Londres au XVIIIe et au XIXe siècle. Et ce à quoi on assiste, surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est à la recherche laborieuse d'une identité métropolitaine, londonienne au sens large, qui viendrait au moins se superposer à des identités locales qui restent extrêmement fortes. À commencer par celle de la cité, qui tient à ses privilèges, je vais y venir. Alors, en 1855, une première réforme crée pour la première fois une institution métropolitaine. Il s'agit du Conseil directeur métropolitain des travaux publics, le Metropolitan Board of Work en anglais, dont la mission est d'accomplir des gros travaux d'infrastructure nécessaires à la métropole et que les localités sont incapables de mettre en œuvre parce qu'elles ne sont jamais d'accord sur qui doit payer, sur qui doit faire quoi, etc., etc. En particulier, il y a une question qui précipite cette réforme, c'est la question des égouts. Il faut imaginer Londres, c'est finalement la première ville de l'époque moderne à devenir une mégapole quelque part, et donc c'est la première à faire l'expérience de tous les problèmes qui vont avec le développement d'une grande ville. Et les égouts sont un problème particulièrement difficile. Les égouts sont l'héritage, disons, des égouts médiévaux et puis qui s'est construit au fur et à mesure du développement de la métropole. Donc en général, ils sont dans une orientation nord-sud. Vous avez, vous voyez Londres, la Tamise qui fait ça, puis la ville au nord essentiellement et de plus en plus au sud. Et les égouts se déversent dans la Tamise dans un écoulement nord-sud, sud-nord ou nord-sud. Bon,
Au départ, ça ne posait pas énormément de problèmes, mais avec tout ce monde qui s'entasse dans la métropole et aussi l'apparition de ces WC, water closets, qui sont une invention merveilleuse qui permet d'éviter les odeurs, les pots de chambre, etc., mais qui veulent dire que tout ce qui se passe dans les water closets sont déversés dans la Tamise directement. Or, c'est là que les compagnies des eaux puisent l'eau potable. Donc, ce qui fait dire je retrouve la citation, oui c'est ça, ce qui fait dire au pasteur Sidney Smith en 1834 qui boit un verre d'eau de Londres a littéralement dans le ventre plus d'êtres animés qu'il y a d'hommes, de femmes et d'enfants à la surface du globe. Alors, moins drôle, il y a des épidémies de choléra. Évidemment, ça va avec, surtout dans les quartiers les plus pauvres, où les conditions d'hygiène sont absolument effroyables. Mais enfin, ça fait quand même très peur, y compris aux classes supérieures. Et donc, en 1855, ce conseil directeur métropolitain des travaux publics est créé et a pour mission première de s'occuper de cette question urgente des égouts. En fait, les choses n'avancent pas dans un premier temps et après le choléra, on a en 1858 la grande puanteur qui se dégage lors d'un été particulièrement sec. La puanteur qui s'élève de la Tamise est telle qu'on est obligé de suspendre des sessions parlementaires parce qu'on a peur que à l'époque, en plus, on croit que les maladies se propagent par les miasmes. Donc on craint pour la santé des députés. De toute façon, c'est insupportable. Donc là, vraiment, on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Et finalement, des travaux de terrassement commencent, et c'est ça qui crée le fameux embankment qui existe jusqu'à nos jours. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que vous avez une énorme canalisation qui recueille l'écoulement nord-sud des anciens égouts, autant au nord qu'au sud de la Tamise, et qui les transporte très à l'est, près de l'embouchure de la Tamise, donc bien au-delà des limites de l'agglomération, de façon à ne plus avoir ce problème à la fois de puanteur, de pollution de l'eau, etc., etc. Donc ce conseil directeur a à son actif un certain nombre de succès, dont les égouts, mais son existence ne suffit pas à gouverner efficacement cette immense métropole et encore moins à créer le sentiment d'une véritable identité pan-londonienne. Les membres du conseil sont peu représentatifs, ils ne sont pas élus au suffrage direct, donc personne ne s'y identifie vraiment. Les localités, donc les différentes chaque quartier est organisé administrativement en paroisses ou en districts. La cité et Westminster sont des cas un peu à part parce que de leur ancienneté, ils ont un statut de cité, donc c'est encore autre chose. Enfin, chaque localité a son administration. Chaque localité est supposée payer une contribution au conseil directeur, donc il râle, c'est trop cher, etc. Le conseil directeur se trouve en plus mêlé à des scandales de corruption. Enfin, tout ça n'incite guère finalement. Tout ça empêche les habitants de la métropole de s'identifier à cette institution métropolitaine. Alors, évidemment, il y aurait une solution qui semble évidente et simple, y compris aux gens de l'époque, ça serait d'étendre la juridiction municipale de la cité à la métropole. Mais la cité fait tout pour éviter ça. La cité au XIXe siècle, en fait, c'est une démocratie qui tourne à vide. Il y a les mêmes institutions qu'au Moyen-Âge, des institutions politiques vraiment très affirmées, très complètes. Ça fonctionnait très bien au Moyen-Âge, mais la cité au XIXe siècle, elle s'est vidée de ses habitants. C'est plus finalement un district d'affaires qui vit la journée pendant les heures de bureau et ensuite tout le monde rentre chez soi dans les districts environnants et pas dans la cité.
Donc les responsables politiques de la cité, ce sont des gens finalement qui représentent uniquement des intérêts pécuniaires. Et ces intérêts pécuniaires ont tout intérêt, bien sûr, à conserver pour eux la liste d'innombrables privilèges que la cité a accumulés depuis le XIe siècle. Alors pour vous citer juste un exemple, la cité par exemple a le droit de taxer tout le charbon qui se vend à 30 km autour de son centre. Donc évidemment dans la métropole que Londres est devenue, c'est une avalanche d'argent qui tombe dans les caisses. Donc qui évidemment voudrait se priver de ça? Si vous étendez la juridiction municipale à toute la métropole, ça veut dire que tout cet argent, ensuite il devra être redéployé pour la métropole entière, pas seulement pour la cité. Donc c'est une très très mauvaise idée pour la cité, et la cité fait tout pour empêcher les réformes. Alors, ceci étant dit, ça n'empêche pas la force des localismes de demeurer extrêmement forte. La cité avait tout fait justement pour bien préserver ses privilèges à elle, et le meilleur moyen de préserver ses privilèges à elle, c'était de convaincre tous les autres territoires, districts, paroisses, etc., que eux aussi devaient conserver leurs propres privilèges. Donc vous avez le comté qui a certes des pouvoirs importants, mais enfin tous ces petits territoires locaux conservent quand même leur pouvoir. Et donc vous avez une espèce d'enchevêtrement de compétences entre pouvoirs locaux et pouvoirs métropolitains. Par ailleurs, le comté de Londres ne résout pas non plus complètement la question de savoir ce qu'est Londres, la métropole, parce qu'en fait, ces frontières, telles qu'on les a définies en 1888, sont complètement anachroniques. On a repris les frontières de la juridiction du Conseil des directeurs métropolitains des travaux publics, qui avait été établi en 1855, sauf que depuis, Londres s'était encore énormément étendue, et donc il y a maintenant toute une grande couronne qui est exclue du comté, qui est pourtant totalement intégrée à la vie métropolitaine. Et cette couronne, elle prend une importance quand même importante. Entre 1880 et 1914, l'agglomération gagne plus d'1,5 million d'habitants, et 80% de ces 1,5 million d'habitants supplémentaires viennent peupler encore davantage la grande couronne, justement, qui n'est pas dans le comté de Londres. Donc le comté, voilà, le comté ne résout pas vraiment la question. Bon, il faut dire que la question de savoir où Londres s'arrête, c'est une vraie question parce que Londres n'arrête pas de s'étendre. Et finalement, cette question de savoir où s'arrêtent les frontières de la métropole n'est réglée vraiment qu'en 1939, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, là où on décide de geler finalement la construction dans une ceinture verte autour de la métropole existante, et donc ça donne naissance à la Green Belt. Et à partir de ce moment-là, voilà, Londres ne peut plus s'étendre. Alors, ce qui est assez à la fois curieux et amusant, c'est que le comté de Londres refuse, comme la cité l'avait fait auparavant à une autre échelle, le comté de Londres refuse systématiquement lui aussi de faire que son autorité puisse s'étendre à cette grande couronne. Et alors la raison là, c'est une raison politique, c'est que le comté de Londres, surtout plus la grande couronne se développe et plus le comté de Londres concentre un électorat populaire qui vote travailliste. Et donc le Parti travailliste se retrouve au milieu du XXe siècle avec une majorité structurelle au comté de Londres. Et donc il ne veut surtout pas étendre son autorité le Conseil de comté ne veut surtout pas étendre son autorité à la Grande Couronne parce que ça viendrait peut-être mettre en péril justement cette majorité structurelle. Donc on fige les choses comme ça. En 1960, dans les années 60, le Parti conservateur au pouvoir nationalement se dit que ça serait bien justement d'essayer de pouvoir revenir au pouvoir à Londres. Donc ils se rendent compte de tout l'intérêt qu'il y aurait de créer une nouvelle autorité métropolitaine qui remplacerait le comté et qui intégrerait la Grande Couronne. Alors c'est ce qu'ils font, sauf que les conservateurs traditionnellement sont très hostiles à un gouvernement unifié
de la capitale et tiennent beaucoup aux identités locales. Donc ils construisent, il y a une construction absolument hallucinante qui donne donc le Conseil du Grand Londres, qui commence ses travaux en 1965, qui alors cette fois-ci comprend en gros 99% de l'espace métropolitain. Donc on a vraiment à la régler la question d'une institution qui gouverne l'ensemble de Londres, sauf que on s'arrange pour que ces pouvoirs soient définis de telle manière qu'il n'y a aucune hiérarchisation claire entre les pouvoirs de l'institution métropolitaine et les pouvoirs locaux. Donc en fait, les deux pouvoirs se retrouvent en concurrence, ce qui fait qu'aucune décision sur aucun grand projet ne peut jamais être prise parce que voilà, les pouvoirs se paralysent les uns les autres. Et alors, un des exemples de cette situation, c'est ce qui advient au Dock, avec après la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique décline, la puissance britannique décline, et ça a évidemment des effets immédiats sur Londres, de plus en plus privé du commerce impérial. L'économie londonienne traditionnelle décline, et en particulier les docks, cette gloire du commerce londonien victorien, finissent par fermer à partir des années 60. Et donc vous avez finalement au cœur de la métropole londonienne ces immenses espaces des docks inutilisés. Évidemment, il faut en faire quelque chose. Donc le Conseil du Grand Londres, comme les pouvoirs locaux, les bourgs sur les territoires desquels sont ces docks, ils veulent en faire quelque chose. Seulement, ils n'arrivent jamais à s'accorder sur ce qu'il faut en faire. Et donc pendant toutes les années 70, les docks pourrissent littéralement au cœur de Londres. La question n'est réglée que quand Margaret Thatcher, arrivée au pouvoir, transfère la question des docks à une corporation privée finalement, enfin pas complètement privée, mais enfin régie par des hommes d'affaires, qui alors là, la question est réglée en 5 ans. Vous avez donc ces fameux, tous ces nouveaux quartiers de Canary Wharf, etc., nouveaux quartiers des affaires de Londres, voilà. Tout ça c'est sorti à ce moment-là. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir la réaction de Margaret Thatcher. On aurait pu se dire, devant des blocages pareils, se dire, bon, ce qu'il faut, c'est donner plus de pouvoir à l'institution métropolitaine. La réaction de Thatcher, c'est exactement l'inverse. C'est, dans un premier temps, je n'arbitre pas entre qui des pouvoirs locaux et qui du pouvoir métropolitain doit avoir le dernier mot, et je confie la question à quelqu'un d'autre. Et dans un deuxième temps, elle supprime purement et simplement l'autorité métropolitaine en 1986. Il faut dire qu'à ce moment-là, le Conseil du Grand Londres est mené par Ken Livingstone, qui est un gauchiste que Margaret Thatcher déteste, et qui s'élève un peu comme une espèce de petit contre-pouvoir au gouvernement conservateur. Et donc, elle fait finalement ce qu'avait fait un certain nombre de souverains au Moyen-Âge, quand ils se trouvaient trop embêtés avec la cité, on suspendait ses privilèges, ses libertés, et bien là, elle supprime tout simplement l'autorité métropolitaine. Et donc, jusqu'en 1999, Londres n'a plus aucune existence unitaire. De nouveau, ce n'est plus qu'un agrégat de bourgs, de territoires autonomes les uns par rapport aux autres, et on essaye plus ou moins de coordonner les choses grâce à un ministre pour Londres, donc avec contrôle direct gouvernemental sur les affaires métropolitaines. Et finalement, ce n'est qu'en 1999, avec le gouvernement Blair, qu'est créée une autorité du Grand Londres, avec un maire, le maire actuel, élu au suffrage direct. Et là, vraiment, je crois qu'on peut dire que c'est le début d'un véritable sentiment identitaire pan-londonien qui commence à se développer, et on l'a vu tout particulièrement au moment de la candidature de Londres aux Jeux Olympiques, donc qui ont eu lieu l'été dernier. La candidature, c'était évidemment quelques années avant, entre 2003 et 2005. Et là vraiment, en particulier la figure du maire du Grand Londres a vraiment permis de fédérer finalement tous les Londoniens de la métropole autour de ce projet. Et là on commence à voir finalement les prémices de ce que peut être une identité du Grand Londres. Ceci étant dit, les identités locales demeurent.
Et la cité, au premier chef, garde ses institutions médiévales, encore un nombre important de privilèges. Donc on est, voilà, on est dans une ville très curieuse finalement, qui a un parfum d'ancien régime, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Et je voudrais conclure en reprenant un petit bout de la conclusion de mon livre sur l'histoire de Londres. La dynamique londonienne au cours de 1000 ans d'histoire me semble illustrer l'attachement bien anglais à une vie communautaire qui revendique la recherche de sa stabilité et de sa prospérité dans un équilibre qu'on n'a jamais fini de construire entre des forces contradictoires qui prennent leurs racines dans une diversité sociale telle que l'histoire l'a naturellement constituée. Ces forces sont celles des communautés naturelles de la société, au sens où elles tirent leur identité d'un mélange complexe de liens familiaux, professionnels et religieux, où l'attachement aux traditions joue un grand rôle. C'est une diversité organique, en quelque sorte, qui pour un Français a un certain parfum d'Ancien Régime, loin du rationalisme de la Révolution française. On est ici dans une tradition admirablement représentée par Edmund Burke, qui au XVIIIe siècle critique justement la Révolution française parce qu'elle fait table rase de la constitution naturelle de sa société héritée de l'histoire et qui comporte toute la somme discordante d'intérêts particuliers nécessaires à l'harmonie sociale. Je le cite, « Toute l'action et la réaction qui, dans le monde naturel comme dans le monde politique, tirent du conflit réciproque de forces discordantes l'harmonie de l'univers. » Comme la société britannique dans son ensemble, Londres n'a jamais fait table rase de la lente constitution d'une mosaïque socio-géographique dont il convient de respecter l'héritage, car il constitue le matériau contradictoire de la condition du bonheur.